Je me présente Frédéric Rouillet, designer industriel, et je représente l'association Esprit 360. Des porteurs de projets, des industriels, des entreprises ont fait le choix de mutualiser des compétences, des savoir-faire, des équipements pour avancer sur des projets divers et variés, et notamment évidemment des projets pour la ville durable et d'une manière générale la réduction de nos impacts. On était à la recherche d'un atelier partagé pour exercer nos projets, réaliser nos projets, et c'est là qu'on nous a indiqué que Jocelyn et l'école en avaient créé un et qu'on pouvait éventuellement fonctionner ensemble dans cette logique tout à fait de complémentarité, d'échange possible. En fait, il répond à des problématiques de transport, de mobilité quotidienne, qui sont en fait assez simples à décrire. C'est qu'on a des transports qui existent, qui sont tout à fait efficients, tels que les bus, les vélos. On en a d'autres qui le sont un peu moins et assez impactants, tels que les voitures classiques. Et en fait, on voit que les déplacements quotidiens se font beaucoup dans ces voitures classiques, avec des parcours relativement courts de 15 à 20 km, avec des vitesses relativement faibles aussi, une trentaine de km/h. Et finalement, c'est tout à fait une hérésie environnementale, sociale, économique d'utiliser ces véhicules au quotidien pour ces déplacements-là. Sauf que dans l'offre, sur le marché, il n'y a pas vraiment de véhicules qui répondent à ça. On a fait le choix de cibler une solution qui réponde au mieux aux besoins des utilisateurs, en interrogeant ces utilisateurs, leurs besoins, leurs contraintes, de même avec les administrations, les collectivités, voir les besoins et les contraintes de chacun, et se mettre dans le cahier des charges des objectifs environnementaux très très forts par rapport à l'analyse de cycle de vie du véhicule dans sa globalité, dans toute sa vie. C'est-à-dire qu'on va regarder aussi bien l'amont et le choix des matériaux, leur transformation, leur quantité d'ailleurs, que l'usage et que la fin de vie du véhicule, la recyclabilité du véhicule. En fait, ce n'est pas un véhicule d'ailleurs, c'est plutôt une gamme de véhicules puisqu'on a identifié plusieurs besoins, que ce soit des véhicules en 10 places tandem, 10 places côte à côte, certains une utilisation plutôt mobilité douce avec un pédalier, d'autres sans pédalier à des vitesses plus importantes. Et sur la même architecture, la même conception, on va décliner le produit en différentes solutions, toutes réalisées avec un process industriel très économique, très abordable, des matériaux entièrement recyclables, ce qui est rarement le cas sur les véhicules, et à grande cadence. Et qui peut être fait localement, puisque l'idée c'est aussi de créer des kits qui vont être assemblés dans des micro-usines locales, micro-usines qu'on va essayer de diffuser le plus largement possible. C'est d'abord de fédérer une équipe autour du projet. On a été quelques-uns à le porter et on a réussi à trouver des compétences complémentaires aux nôtres pour venir apporter des points de vue et des expertises différentes. Ensuite, de sonder les utilisateurs en disant que nous sommes tous, et donc s'interroger, lire des études correspondantes en voyant quelle forme allait prendre ce véhicule. C'est tout simplement, mais vous avez besoin de combien de places au quotidien, pour faire combien de kilomètres, pour quelle capacité d'emport, coffre, passagers, etc. Donc tout ça a dessiné petit à petit le produit, ça a été la deuxième étape. Troisième étape, ça a été de modéliser tout ça et de voir si ça correspondait bien à l'attente. Et ensuite de réaliser des maquettes, d'abord à échelle réduite, puis à échelle 1 ici. Et la prochaine étape, effectivement, c'est de rendre mobile cette maquette statique, puis de faire de là une preuve de concept qui est faite sur la partie théorique, maintenant qu'il faut faire en pratique pour la démonstration auprès des investisseurs, des collectivités. Et enfin, lancer des premières petites séries. La cogitation autour du véhicule et de ses différents avatars, ces différentes formes, c'est beaucoup, pas seulement l'urbain où finalement il y a toutes les solutions de déplacement entre les bus, les vélos, les voitures, les marchés déjà, c'est pas mal, mais c'est beaucoup la préoccupation des périurbains et des ruraux qui finalement manquent de solutions pour se déplacer au quotidien en dehors de leur voiture lourde.
Là, on part sur un véhicule qui est à moins de 300 kg. Donc, pour expliquer un petit peu plus, et ça intéressera vos élèves ingénieurs, c'est que la masse est absolument prépondérante à plusieurs points. Non seulement pour la quantité de matière employée à la fabrication, si on divise la masse par 5 ou par 10, c'est autant de matière en moins à mettre et à recycler à la fin, mais c'est aussi autant de consommation en moins. Si vous mettez un véhicule 5 fois plus lourd, vous consommerez 5 fois moins. Ensuite, il y a aussi tout un travail sur l'aérodynamique du véhicule, parce que là, pareil, si vous divisez par 5 ou par 10 le CX fois la surface frontale, et que vous réduisez les deux, vous avez un véhicule qui va consommer beaucoup moins à l'usage. Par rapport aux apports énergétiques du véhicule, en fait, il est prévu, ici dessiné assez sommairement, des surfaces de panneaux solaires, une surface d'à peu près 2 mètres carrés, ce qui fait à peu près 300 Wh de production, ce qui laisse imaginer qu'une journée de stationnement viendra faire à peu près 80% de la charge des batteries embarquées. Donc c'est pas négligeable, et les véhicules étant souvent stationnés parfois au soleil, c'est très intéressant. Cette surface sera augmentée dans le futur, c'est-à-dire qu'au-delà de panneaux classiques aujourd'hui plutôt opaques, on voit de plus en plus de solutions transparentes de surface solaire, et demain, effectivement, une bonne partie de la surface vitrée sera également solaire et contribuera à la recharge du véhicule. On ne parlera peut-être pas d'une autonomie complète solaire du véhicule, mais en tout cas une grande contribution solaire sur le véhicule. Donc dans sa version de base, il y aura une autonomie de 150 km qui pourra être augmentée par différents biais, notamment plus de batteries ou des prolongateurs d'autonomie tels que des piles à combustible par exemple. Donc, nos matériaux thermoplastiques ont des propriétés particulièrement intéressantes. Une très bonne absorption des chocs, une légèreté, ils sont abordables, ils sont recyclables, donc on va pouvoir, à partir d'un véhicule, refaire un autre véhicule, et ainsi de suite. Facile à produire en série, en grande série. On va faire des véhicules comme on fait des madeleines industrielles. Dans l'équipement du véhicule, vous retrouverez tout un tas d'équipements et d'agréments assez conventionnels, voire assez innovants, comme par exemple un affichage tête haute pour regarder les indications tout en roulant, des vides-poches. On va utiliser des finitions avec des pièces par exemple en bambou pour rester léger et sobre, une plage avant pour mettre des affaires, et voilà, tout en restant dans un esprit de véhicule minimaliste. C'est vraiment le concept de base, c'est on en met le minimum pour pouvoir faire nos déplacements quotidiens et pas beaucoup plus. Il faut imaginer se projeter dans le véhicule futur, au-delà de la maquette. Vous avez par exemple cette tablette qui va concentrer les commandes du véhicule, le GPS, les indications de vitesse, d'autonomie, etc. La conduite du véhicule dans un premier temps sera très classiquement manuelle avec un volant, ce qui est à la fois un élément rassurant et permet une conduite sûre. Pour vous décrire un petit peu le véhicule, vous y êtes tout à fait en sécurité parce que vous êtes dans un matériau qui absorbe les chocs complètement. C'est celui qu'on utilise par exemple pour des casques de vélo ou des pare-chocs de voiture, sauf que lui il vous enrobe complètement et vous protège. Vous avez en plus un arceau de sécurité qui vient reprendre en cas de retournement, mais il faut vraiment le vouloir parce que le véhicule est très stable. Vous avez bien sûr des ceintures de sécurité, vous n'avez pas besoin d'un casque comme certaines catégories de véhicules, quadricycles, légers ou lourds, qui ne sont pas carénés. Là, le fait d'être caréné vous protège. Et votre position très allongée, elle a plusieurs finalités. La première, c'est de réduire la surface frontale du véhicule, puisque on est bien conscient que ce soit à vélo ou en voiture, quand on est un peu assis debout face au déplacement, on occupe beaucoup de surface. Quand on couche davantage l'occupant, on réduit sensiblement, très sensiblement la surface frontale, on la divise par deux. Et en plus, vous êtes dans une position un peu siège baquet, qui fait qu'en cas de choc, vous êtes complètement retenu dans le siège. Vous avez à l'arrière un coffre, qui peut aussi recevoir 2 passagers, ou des sièges bébés isofixes dos à la route, qui est la position la plus sûre et obligatoire pour les enfants. De même pour les passagers, il y aura une position dos à la route et une position face à la route selon le gabarit des passagers. Si on regarde aussi l'aspect par exemple climatisation et chauffage du véhicule, eh bien en fait on va réfléchir à un chauffage passif avec récupération de la chaleur des batteries, des moteurs, etc. À une climatisation passive avec évacuation de la chaleur, mais on va éviter autant que faire se peut d'utiliser un chauffage forcé gourmand en énergie ou une climatisation forcée gourmande en énergie.
Souvent de l'enthousiasme parce que ça répond, et c'était l'objet de nos enquêtes et sondages, ça répond exactement aux préoccupations à la fois économiques mais aussi environnementales de tout un chacun, de praticité. On a un véhicule ici pour l'exemple qui est plus petit qu'une Fiat 500, mais dans une Fiat 500 vous allez presque avoir du mal à mettre une poussette d'enfant. Ici il y a largement la place et pourtant c'est plus petit. Ça va consommer beaucoup moins que n'importe laquelle des voitures électriques qu'on a au quotidien. C'est pas négligeable sur le porte-monnaie. Et puis la préoccupation environnementale, je pense qu'on en est tous un petit peu là. Moi le premier, en prenant ma voiture lourde tous les matins, je culpabilise et en fait on veut se déplacer autrement. C'est une solution pour sauver la planète. Eh bien, on a besoin du soutien évidemment d'écoles comme vous et de continuer à fonctionner en bonne complémentarité au niveau des réalisations. On a besoin de la collectivité et des collectivités puisqu'on s'adresse à plusieurs agglomérations et plusieurs régions pour attirer l'attention sur le projet. Mais bien évidemment, le besoin il est financier avant tout. Donc ce sont des investisseurs, que ce soit institutionnels ou privés ou industriels, etc. On a vraiment une étape à franchir à ce niveau-là pour avancer. Alors en fait, le CESI est partenaire du projet, nous soutient, nous héberge, nous met à disposition des locaux très bien équipés. Et ce lien est particulièrement important parce qu'un projet comme celui-ci, entouré d'étudiants et d'enseignants qui ont un regard qui est aussi complémentaire du nôtre, vient agrémenter le projet. Il y a des équipes d'étudiants qui travaillent sur certaines sous-parties du projet également. Et en fait, c'est un enrichissement. Le fait d'avoir un lieu pour réaliser ça et communiquer, participer à des journées de la mobilité, etc., ne serait pas arrivé sans cet hébergement du CESI et cet accompagnement du CESI. On est de plus en plus dans la virtualisation, la conceptualisation, la simulation des matériaux. On va pouvoir d'une façon très théorique avoir toutes les caractéristiques d'un matériau, ou savoir comment il va être transformé, mais tant qu'on ne l'a pas fait par soi-même dans un Fab Lab qui est équipé autant d'outils de numérisation 3D, d'impression 3D, d'usinage 3D, mais aussi d'outils traditionnels à main ou électriques. Le message, je pense, pour les ingénieurs, c'est ça, c'est venez utiliser le Fab Lab le plus possible pour vous familiariser avec la matière et sa transformation et ses propriétés au-delà de la partie théorique. Et en complément aussi pour la logique étudiante et entrepreneuriale peut-être dans le futur, en tout cas pour tout porteur de projet, c'est qu'on avance toujours par itérations successives et qu'on apprend de ses échecs. Il faut vraiment avancer comme ça et puis pareil, dans les créations d'entreprises, on peut avoir une entreprise qui a échoué, c'est pas pour ça qu'on n'a pas appris et qu'il ne faut pas rebondir sur une autre solution, un autre projet.